L'étude de marché va être vraiment un outil d'anticipation. Demain, il faut être capable aussi de l'anticiper. Ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, une ville qui n'est pas tendue, qui Peut le devenir. peut le devenir. Voilà. Le point important aujourd'hui, c'est la data. Il y a aussi un vrai travail de place à l'intérieur de la ville qu'il faut être capable de saisir. Ai-je un intérêt à poursuivre mon développement sur ces villes ou au contraire, dois-je le limiter? Même sur ces villes-là, on ne sait pas si dans 5 ou 10 ans, il n'y aura pas une tension locative à gérer. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast 41 mètres carrés. Alors aujourd'hui, nos 41 mètres carrés se sont déplacés chez Raphaël Meubles dans Lyon 3e et on remercie Sandrine et ses équipes pour leur accueil. Alors 41 mètres carrés, c'est le podcast qui éclaire les investisseurs. Chaque mois, nous invitons des experts pour nous apporter leur éclairage, leur expertise sur l'investissement immobilier, la location, la gestion, l'étude de marché. Aujourd'hui, je suis accompagné de Cyril Rollion. Bonjour Cyril. Bonjour. Et Benoît Dussud. Bonjour Benoît. Bonjour Pierre-Emmanuel. Alors Cyril, toi tu es chargé d'études marché immobilier neuf, c'est bien ça? Exactement. Et toi Benoît, tu es directeur développement et relations institutionnelles pour la marque Les Belles Années. C'est exactement ça. Bon. Aujourd'hui, le podcast 41 mètres carrés va aborder un sujet crucial, qui est l'étude de marché. De se dire comment aujourd'hui un investisseur va pouvoir, grâce à votre travail, prendre la bonne décision de se dire tiens, ce territoire-là est intéressant ou pas pour investir. Donc aujourd'hui, on ne va pas vous demander des conseils pour où est-ce qu'il faut investir, mais plutôt comment votre travail va aider les internautes à prendre les bonnes décisions. Alors Cyril, on va commencer par toi. Tu es chargé d'études de marché immobilier neuf. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer ton métier? Eh bien, mon métier, je dirais qu'il a une double vocation déjà, celle d'informer et également une vocation à faire prendre conscience à différents acteurs des différents enjeux aujourd'hui à travers un outil qui s'appelle l'étude de marché, effectivement. Donc l'étude de marché, c'est un outil marketing qui permet de mettre en place, de rechercher quels peuvent être les besoins sur un marché et entre guillemets de dénicher des opportunités. Trouver les bonnes infos. Exactement, les bonnes infos. Là, en l'occurrence, sur le marché immobilier, hein, ça peut être dans tous les secteurs, mais là, on travaille... en tout cas, moi, je travaille effectivement sur le marché de l'immobilier neuf, effectivement. Donc voilà, à travers ces études-là, je suis amené à travailler avec le développement de chez Valority pour dénicher les meilleures opportunités sur le marché immobilier, donc le logement étudiant principalement, qui est un marché qui à l'échelle nationale doit vraiment être un peu plus mis en lumière, même s'il l'est déjà, mais certains acteurs doivent encore entendre certains messages. Et à travers nos études de marché, on essaie de, entre guillemets, mettre des chiffres sur le message. Voilà. Globalement, c'est ça. On va y revenir. Benoît, toi, tu es le boss un peu de l'implantation d'un exploitant de résidence étudiante qui s'appelle Les Belles Années. Est-ce que tu peux nous dire qui est Les Belles Années? Et toi, donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est à quoi ça te sert une étude de marché? Alors, on va peut-être commencer par Les Belles Années. Oui. Pierre-Emmanuel, j'ai eu la chance, il y a maintenant presque 14 ans, de créer avec mes dirigeants et actionnaires la marque Les Belles Années. Donc, Les Belles Années, c'est important de bien pouvoir l'encadrer et l'environner aujourd'hui. Donc, nous sommes un pure player du logement jeune. Pourquoi je parle du logement jeune? En fait, on va s'adresser à tous les jeunes qui ont de 17 à 30 ans. Donc, pour les personnes qui connaissent un peu ce marché, aujourd'hui, il peut se distinguer en deux grandes zones d'activité. L'étudiant d'un côté, le jeune actif de l'autre côté. Ouais. Donc, pour ma part, j'ai tendance à ne pas distinguer ces deux zones d'activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, de 17 à 30 ans, on se rend compte aujourd'hui, dans les faits, que le jeune a le même besoin. Donc, et ce besoin aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir se loger. De mobilité, de se loger pour faire ses études, son premier emploi. Exactement. Et nous y reviendrons peut-être un peu plus tard sur les critères vraiment importants pour loger nos jeunes. Et donc, un domaine d'activité bien ciblé, 17 à 30 ans, et ce, sur toute la France. Okay. Donc, nous nous sommes créés il y a maintenant 14 ans. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir exploiter 55 résidences pour 7500 logements, avec un développement signé qui nous emmènera à 75 résidences
pour un peu plus de 11 000 logements en 2026. Donc aujourd'hui, tu es le 5e opérateur français et tu devrais arriver à être numéro... À piller quelques places, 4e, 3e place dans les zones à venir. Un podium. Acteur incontournable. Je l'espère. Donc toi, ton job, c'est l'exploitation de résidences gérées. Donc tu dois faire des choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu choisis de t'implanter ou pas t'implanter dans des villes. C'est ça l'idée? C'est exactement ça. Aujourd'hui, je m'occupe essentiellement et particulièrement du développement. J'ai cette chance-là. Après 14 ans où on a pu monter cette structure et cette société, j'ai maintenant la chance de pouvoir thésauriser mon expérience et de prendre ma petite mallette et de sillonner la France, tant, je dirais, avec nos partenaires promoteurs, bien sûr, mais également avec les élus qui participent aujourd'hui fortement à l'acceptation d'un projet sur leur territoire ou non. On va y revenir. Donc, par rapport au métier de Cyril, les études de marché, aujourd'hui, toi, en tant qu'exploitant, ça te sert à quoi? Alors moi, aujourd'hui, Cyril est un acteur incontournable dans mon métier, vous l'aurez bien compris, puisque l'étude de marché, ce qu'on appelle plus généralement chez nous une étude de cadrage, est un élément indispensable pour pouvoir avancer ou non sur un projet. Donc je dirais le préalable à la genèse d'une résidence jeune est le passage donc par une étude de marché avec lequel je vais travailler avec Cyril. Donc le point de départ, systématiquement, va être le foncier, un foncier, et à partir de ce foncier, nous allons avancer sur notre projet. Ok, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va rester sur ton focus, qui est le logement des jeunes, donc résidence étudiante ou comment loger nos jeunes de 17 à 30 ans. Donc Cyril, on va parler études de marché, donc je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est Benoît qui te dit tiens, j'ai été sollicité par un promoteur ou un institutionnel pour étudier l'exploitation d'une résidence, je ne sais pas, à Orléans, à Caen ou à Tours. Toi, une fois que tu reçois cette information-là, qu'est-ce que tu en fais et comment tu vas travailler pour répondre à Benoît tu peux y aller pour telle ou telle raison, ou non, je t'invite à regarder un peu ça, à laisser passer un peu le temps. Tu vas faire quoi? Alors déjà, je trouve qu'il y a une double vocation, encore une fois. Il y a cette vocation à informer Benoît effectivement, il me donne une adresse. Moi, je regarde un petit peu certains indicateurs. On pourra revenir dessus après, mais je regarde certains indicateurs. Et puis à la suite de ça, il y a une prise de décision de la part de Benoît et du développement pour une implantation qui peut être effectivement apportée par des contacts qui lui font part d'une opportunité sur place dans telle ou telle ville en France. Mais ça peut être aussi une démarche un peu plus proactive où on essaie de connaître tout le marché national au mieux en faisant de la veille, de nouveaux campus, ce genre de choses en fait qui nous permet d'avoir une démarche proactive. Et d'anticiper. Voilà, une double démarche, voilà, c'est ça un peu. Ce que tu dis, Cyril, est très important. Donc, deux moyens de développement. Je dirais le côté sondage d'un partenaire promoteur qui va effectivement nous interroger sur un foncier donné en un lieu très précis. Et donc là, on va pouvoir avancer sur ce lieu très précis, ou à contrario, justement, de pouvoir réfléchir à une zone d'implantation privilégiée où nous ne sommes pas encore, et en fonction de multiples facteurs, de pouvoir chercher justement et de donner en fait nos attentes par rapport à un territoire donné. Ouais, je pense que je viens de comprendre, c'est-à-dire que comme tu n'es pas tout seul et que tu n'es pas le seul opérateur, quand un partenaire, un promoteur t'interroge, toi, tu as besoin d'avoir de la réactivité sur le fait de pouvoir lui dire oui, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Donc, du coup, je suppose c'est ça l'idée? En fait, tu as tout à fait raison sur le sujet. Il faut pouvoir être ultra réactif. Aujourd'hui, un foncier effectivement concurrentiel sur un projet estudiantin jeune, mais également pour un autre projet. Donc, il peut y avoir plusieurs intérêts sur un foncier particulier et il est bien évident. Est-ce que moi, promoteur, je monte une résidence, un projet résidentiel? Ou est-ce que j'ai l'opportunité? Exactement. Et notre rôle avec Cyril, par rapport à un foncier donné, va pouvoir justement d'orienter
le projet le plus adapté par rapport justement par rapport à nos attentes et par rapport au foncier qui est donné. Donc toi, tu as besoin de réactivité. Oui. Donc par exemple, aujourd'hui, Les Belles Années n'est pas encore implanté dans ma ville natale à Caen, mais toi, tu as besoin des données. J'y D'accord. Donc ça veut dire que toi, Cyril, cette ville-là, tu la connais déjà. Ouais. Et tu es déjà capable de dire à Benoît s'il est sollicité ou s'il arrive demain à s'implanter, c'est ça? Donc, c'est ça ton job. Exactement. Donc, Il y a donc des- tu connais tout le marché français. On essaie de se mettre à jour. C'est aussi tous les ans un travail très fastidieux de reprendre les chiffres de tous les chiffres étudiants, de s'intéresser vraiment au marché local de toutes les villes. C'est vraiment un travail très compliqué, très complexe, qui nécessite vraiment d'avoir quelqu'un à temps complet dessus, effectivement, qui aide Benoît. Mais oui, effectivement, on est vraiment dans cette optique-là d'être Alors, proactif, vraiment Ok. important. Donc moi, je conseille les investisseurs depuis 18 ans maintenant. Donc j'ai l'habitude de dire, tiens, regarde les bons critères d'investissement, c'est-à-dire un foncier, son emplacement, sa proximité des commerces, des écoles, des transports, regarde le flux migratoire, regarde la tension locative. En tous les cas, c'est toujours les conseils que je donne. Donc ça, c'est des facteurs un peu bateaux. Donc une étude de marché, elle va beaucoup plus loin que ça. Est-ce que tu peux nous donner, on a parlé de différents facteurs, on met quoi dans une étude de marché? Dans une étude de marché, déjà, normalement, on rappelle toujours le contexte national. Le D'accord. problème en France, le logement étudiant, il y a 2 millions. Le logement tout court. Le logement tout court, mais C'est pire, voilà. Effectivement, le logement des jeunes et en particulier le logement étudiant, on est sur 2 millions d'étudiants qui sont à la recherche d'un logement en France. Donc c'est considérable et on a 380 000 hébergements à disposition, donc plus de 460 000 places à disposition pour 2 millions d'étudiants qui recherchent. Donc, vous faites le ratio, c'est à peu près, j'ai un peu d'avance sur vous, hein, mais c'est à peu près 23% de réponse aux besoins de la part des acteurs, des gestionnaires aujourd'hui. Donc, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Donc, entre guillemets, on le rementionne toujours au début. Et puis, à la suite de ça, on va partir sur du territorial pour n'importe quelle ville. Donc, on va rappeler le contexte démographique, le nombre de jeunes dans la ville en question. Et puis à la suite de ça, on va s'intéresser au nombre d'étudiants, à la tension locative qui est vraiment là pour le coup un facteur hyper important. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez une ville où vous n'avez pas beaucoup de logements étudiants, mais qu'à côté de ça, vous avez une ville qui est pas du tout tendue, c'est moins grave entre guillemets que si vous avez les deux facteurs, donc un manque de logements étudiants et en plus de ça, à côté de ça, une tension locative avérée. Ça, c'est un critère d'investissement qui est indissociable. Très important, sachant quand même que globalement, dans les grandes villes françaises, il y a vraiment une grande partie des moyennes et grandes villes françaises qui sont touchées par ce phénomène de tension locative. Donc, en fin de compte, il y a déjà vraiment, entre guillemets, beaucoup d'opportunités sur le marché. Après, il y a certaines places qui doivent être plus mises en lumière que d'autres. C'est pour ça que moi, je m'intéresse aux polarités étudiantes, ce qu'on appelle polarité étudiante, nous, dans notre quotidien, c'est les campus qui sont exactement, les campus universitaires, globalement, qui sont souvent construits autour du campus universitaire. Donc, les polarités sont souvent construites. Donc, voilà, on s'intéresse aux différentes places dans la ville et puis on déniche des opportunités en fonction des différentes places. Il y a une dernière partie de l'étude de marché qui va être plus en lien avec la notion d'opportunité, les opportunités présentes sur la ville. Là, ça va être tout ce qui va être modification des infrastructures de transport, qui peuvent, entre guillemets, rattacher une partie un campus 1, un campus 2. Une partie un peu plus pavillonnaire, ou qui était un peu plus plus extérieure et qui peut se rapprocher des polarités étudiantes. Et puis, il y a aussi cette notion de nouvelles facultés. Bon, c'est un peu plus rare, mais on a souvent de nouvelles écoles qui se construisent. Et là, il y a vraiment des opportunités. L'idée, c'est on a un paysage aujourd'hui du monde étudiant sur telle ville, mais demain, il faut être capable aussi de l'anticiper. Parce que même aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, une ville qui n'est pas tendue, qui peut le devenir. Voilà. Donc, comme quoi, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et c'est là aussi, excuse-moi, je continue, et c'est là aussi qu'il y a, entre guillemets, je parlais d'une double vocation de mon travail, d'informer et de faire prendre conscience, entre guillemets, aux différents acteurs locaux.
il y a aussi ce travail-là qui est à faire. Et l'étude peut aussi permettre de prendre conscience, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes, mais c'est toujours compliqué de connaître tous ces chiffres. C'est des chiffres qui ne sont pas faciles à aller chercher. On prend du temps pour y aller. Donc à ce niveau-là, on fait un gros boulot. Benoît, moi j'ai 2 questions. Comment tu prends la décision d'y aller ou pas par rapport aux outils que te donne Cyril? Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les mairies doivent aménager leur ville. C'est l'aménagement du territoire, d'être maire de la ville. Donc finalement, construire ou ne pas construire de logement, c'est une vraie question. Et puis j'ai toutes les générations à loger. Donc finalement, toi, je crois que tu passes beaucoup de temps en mairie avec les élus. Est-ce que les outils d'études de marché peuvent t'aider parfois à faire prendre conscience à des maires qui ignorent un peu la situation? Alors ignorent, peut-être un mot est un peu fort, mais en gros, tu prends les décisions comment sur ta réponse sur l'exploitation et à quoi te servent les études en mairie? Alors, question importante. Merci Pierre-Emmanuel. La première, concernant ma prise de décision sur le go ou le no-go, d'abord retenir qu'il y a une totale indépendance entre Cyril et je dirais le fait que je lui commande une étude de marché. Le point important aujourd'hui, c'est la data. Cyril dispose d'une data très importante, plutôt exceptionnelle, puisque ça fait maintenant 14 ans qu'on sillonne toute la France. Et je dirais, c'est pas parce que j'ai un a priori ou un point de vue, qui soit positif ou négatif sur un foncier, qui va faire qu'on va y aller ou qu'on ne va pas y aller. Et j'aime à dire que la situation au dos d'une rue peut être complètement différente de ce qui va se passer au numéro 70 de la rue. Donc ça, il faut déjà en avoir conscience avant la prise de décision. Donc effectivement, une commande d'études de marché, un travail de fond et de forme assez important, dans un temps ultra contraint, on en a parlé, mais surtout, je dirais ensuite, une analyse de ma part indispensable, justement pour pouvoir acter ce qui est important aujourd'hui, et prendre acte des atouts du foncier, de ses éventuels défauts, mais aussi de pouvoir me projeter dans les 20 prochaines années pour savoir ce que va pouvoir devenir ce projet et la manière dont il va pouvoir se développer et ce qu'il va pouvoir devenir dans les 20 prochaines années. Ce que disait Cyril, c'est que l'étude de marché, c'est pas seulement une photo. C'est une photo et une projection. En fait, ton job, c'est quand même ça, c'est de dire, tiens, la photographie de la ville sur ce marché-là, là aujourd'hui en 2024, c'est ça. Mais je vais te dire, par rapport aux informations que j'ai, que la situation va s'empirer ou attention, va se détendre parce que c'est ça l'idée. La démarche de proactivité, encore une fois. De projection. Et pour ma part, ce qui est très important, c'est que justement cette pérennité est très très importante, puisque au niveau de l'exploitation, je vais porter un bail commercial pour les investisseurs, si on peut en revenir. Toi, tu vas t'engager, c'est ça? Voilà, si on en revient à tes investisseurs, moi, je vais m'engager sur un bail commercial qui a une durée initiale de 10 ans, sachant que derrière, je renouvelle systématiquement mes baux. Donc, il va falloir que je puisse avoir cette photographie pour dire qu'est-ce qui va se passer dans non seulement 2 à 3 ans, puisque je ne vais pas ouvrir ma résidence le jour où Cyril va me rendre les résultats de son étude de marché, mais en plus, je vais devoir exploiter cette résidence pendant 20 ans. Donc, c'est là où il y a quand même un travail d'analyse à faire avant toute prise de décision. Et ensuite, justement, pour pouvoir, quand on parle de son développement, être capable de se souvenir du positionnement qu'on a pris sur tel foncier à tel endroit avec tel partenaire, pour ne pas multiplier à foison ses engagements, pour se retrouver demain embourbé, ou je dirais ne pas pouvoir assumer les prises de décision que nous allons prendre sur une ville ou sur un territoire donné. Ok, donc aujourd'hui, toi, ton rôle d'exploitant, est-ce que c'est au final de sortir un loyer pour l'étudiant ou celui qui occupe le logement? C'est ça ton nerf de la guerre, ton critère? Alors, parce que moi, je vais avoir d'autres critères pour accompagner mes investisseurs et j'ai le prix. Donc parfois, tu vas sortir des projets sur lesquels je sais que j'aurai le bail commercial, j'aurai un exploitant de renom, je sais que tu renouvelles, je sais qu'il y a un taux d'occupation financier qui est très important. Ça sécurise mon investisseur. Après, moi, j'ai un budget d'investissement qui va dépendre du foncier et de la ville. Si tu me sors une résidence étudiante à Annecy, à Tours, à Saint-Brieuc ou à Caen, elles vont pas avoir le même prix d'investissement. Donc moi, c'est comme ça que je vais aider l'investisseur. Mais finalement, toi, ton critère objectif, c'est à la fin la réflexion de l'exploitant, c'est la réflexion du loyer que va payer le locataire. C'est ce que j'appelle la solvabilité estudiantine, puisque comme tu le dis à juste titre, à l'arrivée, je verse un loyer à un investisseur. Mais avant de verser un loyer à un investisseur, je vais déterminer une solvabilité locale estudiantine
par rapport Combien est prêt à payer? Exactement. Le marché est prêt à accepter, c'est ça? Exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on s'en rend compte sur les 55 résidences que j'exploite, je ne vais pas avoir le même loyer estudiantin à Mulhouse qu'en première couronne parisienne. Donc, il est très important de déterminer cette solvabilité en fonction non seulement de la ville sur laquelle je m'implante ou sur le territoire sur lequel je vais ouvrir ma résidence d'une part, mais également des campus qui environnent directement le lieu sur lequel je vais m'implanter. Tu comprendras bien que si c'est un campus universitaire ou aujourd'hui un campus privé avec des écoles privées, je vais pas forcément avoir les mêmes attentes et avoir les mêmes besoins en matière de logement étudiant. Donc tous ces éléments-là aujourd'hui nous sont intégrés pour déterminer une solvabilité estudiantine qui derrière va permettre de faire découler une bonne exploitation et donc un loyer à investisseur que je vais pouvoir assurer et pérenniser sur toute la durée de mon exploitation. Moi, Cyril, j'aimerais comprendre un truc, c'est que je sais que parfois, il y a des villes sur lesquelles moi, on va parler d'a priori, je dis, tiens, je ne vais pas forcément te conseiller d'investir dans cette ville-là pour telle ou telle raison, mais parfois, quand on est sur le marché de la résidence étudiante ou de la résidence gérée, eh ben mon conseil il va s'inverser parce que finalement la tension locative sur les studios elle est très importante parce qu'il y a une décorrélation totale entre l'offre et les places qu'il y a dans l'existant et donc je vais avoir un raisonnement qui va être différent. En quoi une étude de marché elle peut te dire en gros je te déconseille d'acheter ta résidence principale ou de faire un investissement locatif, je sais pas moi, Pinel sur un T3 dans telle ville, mais par contre sur ce marché comme ça des jeunes, bah, tu peux y aller parce que les critères objectifs sont les bons. En quoi ton étude de marché, elle peut dire ça c'est un marché immobilier qui est pas finalement j'irai pas dessus forcément a priori, mais sur ce marché-là je peux y aller quand même. Parce que déjà au niveau national, comme je disais tout à l'heure, il y a un vrai manque. Partout. Enfin, c'est vraiment un marché qui est entre guillemets, il y a aussi un vrai travail de place à l'intérieur de la ville qu'il faut être capable de saisir. Mais il y a très peu de villes quand même où on se dit c'est pas intéressant d'y aller sur le marché du logement étudiant. Globalement, il y a quelques villes où on fait attention, mais encore comme je vous disais tout à l'heure, même sur ces villes-là, on ne sait pas si dans 5 ou 10 ans, il n'y aura pas une tension locative avérée. Voilà. Alors, je peux peut-être donner un exemple, Pierre-Emmanuel, si tu me le permets. Sur ce facteur-là, en fait, l'étude de marché va être vraiment un outil d'anticipation. Et aujourd'hui, on est sur un marché d'anticipation. Je peux peut-être donner un exemple. Voilà, et un exemple probant. Nous avons fait le choix, sur les belles années, il y a 6 ans, de nous orienter sur des villes dites secondaires. Secondaires, je peux citer les villes aujourd'hui de Pau, de Limoges, de Brest, de Toulon. Moi, les 2 premières, elles me font peur. Tu vois, c'est pas les villes sur lesquelles je vais instinctivement. J'entends. Et en fait, on a fait cet exercice il y a plus de 6 ans, d'abord de nous rendre sur place, d'aller voir comment vivaient ces campus et quel était le besoin. Et alors là, grande découverte, puisque des campus, somme toute, assez importants, puisqu'on va parler de 10 000 à parfois même plus de 15 000 étudiants, et avec des villes sur lesquelles aucun projet n'est sorti ces 20 dernières années. Donc ça, c'est le premier constat. C'est ma vision de Pau et Limoges. Premier constat. Deuxième constat, des critères de foncier très compliqués aujourd'hui pour les universités et pour les écoles. Donc ça aussi, nous avons dû l'anticiper, puisque ces écoles et ces universités qui sont présentes dans les grandes métropoles estudiantines ont tendance, depuis quelques années, à venir s'implanter et à ouvrir des antennes sur ces villes dites secondaires pour absorber les étudiants de plus en plus nombreux. Des très grosses villes. Des très grosses villes, et dans lesquelles... Des Clermont, des machins. Qui ne peuvent plus accueillir ces premiers cycles. Donc on a une tendance où on voit le marché se resserre, mais pour autant avec un besoin de logement pour ces villes. Tu pourrais me dire, oui, mais Benoît, si ça se fait, si ça se resserre, pas forcément de besoin de logement. On se rend compte que sur une ville comme Pau, les étudiants vont parfois faire plus de 200 km pour venir étudier à Pau. C'est le même schéma à Limoges, c'est le même schéma à Brest et exactement le même schéma à Mulhouse. Donc cet élément-là, il est très important et c'est ce qui nous a permis d'ouvrir 6 résidences dans les 2 dernières années sur ces villes dites secondaires et qui ont connu des taux d'occupation records dès l'ouverture. Là, tu es en exploitation. Oui. Et c'est loué à la livraison. Alors, non seulement c'est loué à la livraison, mais aujourd'hui, avec des listes d'attente
dont on se rend pas compte quand on commence à travailler sur le sujet. Donc la question aujourd'hui, ai-je un intérêt à poursuivre mon développement sur ces villes ou au contraire, dois-je le limiter pour ne pas venir saturer un marché pour lequel il y aurait moins de besoins demain? Donc tout le travail que j'effectue au quotidien avec Cyril. Cyril, Benoît te dit j'ai rendez-vous à la mairie de telle ou telle ville. Là, le maire hésite à ouvrir le permis de construire sur une résidence étudiante. Quelles données tu vas lui fournir pour faire prendre conscience au maire qui a un problème? Je pense notamment au maire de la région parisienne. On peut quand même parler d'un bassin étudiant inépuisable sur une zone de chalandise d'une heure et demie. Grosso modo, toutes les villes peuvent être concernées. Donc, il a rendez-vous dans une ville de banlieue. C'est pas péjoratif dans mon discours. Quelles données tu vas lui donner? Je vais mettre, je pense que le plus important, entre guillemets, c'est vraiment de dresser le dessin d'une balance, en fait. Une balance entre l'offre et la demande, parce qu'en fait, une étude de marché, c'est ça, c'est être capable de faire ressortir un besoin. Donc l'offre de logement, ça va être les résidences étudiantes privées, publiques, sur place. Et puis, en face de ça, il faut être capable de savoir déjà combien d'étudiants il y a sur la ville. Combien, sur ces étudiants qui sont dans la ville, combien cherchent un logement? Parce que tous ne cherchent pas un logement. En France, globalement, c'est à peu près 67% des étudiants qui cherchent. Ce que tu appelles les décohabitants. C'est important de le rappeler. Nous, on traite Non, mais c'est notre vocabulaire, mais on est dans un podcast pour apporter des éclairages. Et donc, souvent, on va dire à un investisseur, nous, chez Maslow, on va dire à un investisseur, tiens, sur telle ville, il y a le classement des villes étudiantes, ils n'ont pas besoin de nous. Dans Google, tu l'as. Par contre, les décohabitants, c'est bien les étudiants qui arrivent sur la ville et qui ont besoin de se loger. Je peux faire mes études en habitant chez mes parents. Ça, j'ai pas besoin de logement. Mais c'est bien le nombre d'étudiants décohabitants qui arrivent sur la ville et qui ont besoin de se loger. Ça, c'est ton critère. Exactement. Et en plus, c'est un moyen aussi pour nous d'être dans un scénario même presque optimiste aujourd'hui. Parce que la réalité des choses, c'est qu'en fait, même sur ces décohabitants, derrière, il y a une autre partie des étudiants qui ne sont pas dits décohabitants, du coup, qui peut être en cohabitation forcée chez les parents. À 20 minutes de Lyon, c'est trop compliqué de se loger à Lyon. Je reste chez mes parents, je prends ma voiture tous les matins, j'en ai pour 1 heure, donc en plus c'est des tracas supplémentaires pour un étudiant. Oui, c'est pas forcément un choix. C'est pas, donc en plus de ça, on essaie vraiment d'être objectif vis-à-vis du marché, presque trop, j'ai envie de dire. Et donc ce chiffre-là, il est mis en relation avec le nombre de résidences étudiantes, le nombre de places en résidence étudiante, pardon. Il y a le marché classique quand même. Moi, je peux me loger une transaction classique, la gestion locative. Effectivement, il y a le marché classique. Donc, on regarde la tension locative. On s'intéresse aussi beaucoup à ce qui se dit dans les médias. Quelque chose de symptomatique, entre guillemets, c'est qu'on regarde aussi ce qui se dit sur X, Twitter. Maintenant, on est obligé de dire comme ça. Quand un étudiant en est venu à publier sur Twitter qu'il est à la recherche d'un logement étudiant, on se dit qu'il a fait le tour de toutes les possibilités. Voilà, donc c'est hyper important de pas. On essaie vraiment d'aborder tous les points. Benoît, que ce soit qualitatif ou raconte-moi un rendez-vous que tu as fait dans une mairie ou des mairies où finalement tu es arrivé et le maire était peut-être pas super positif à l'idée d'accueillir une résidence étudiante et finalement il a pris conscience du sujet. Est-ce que tu as des exemples comme ça? Oui, bien sûr. Alors, il y en a beaucoup. Même des gens qui ne sont pas fait réélire. Bien. Alors on va pas donner de nom, mais je dirais aujourd'hui mes échanges avec les élus constituent un élément important de mon emploi du temps, puisque je dirais il y a beaucoup de pédagogie aujourd'hui à mener avec nos élus. Comme Cyril l'a expliqué, en fait, si on est brut de décoffrage, qu'on regarde les chiffres, des cohabitants, nombre de logements disponibles, voilà. Pour autant, on va réussir, enfin, on va étudier plus de 360 dossiers par an et on ne va aller que sur une dizaine de dossiers. Donc, ça, la notion d'étude de marché est vraiment importante. Et je dirais, c'est le premier critère à faire comprendre à nos élus, c'est d'expliquer qu'on ne se développe pas pour se développer. Aujourd'hui, au niveau des belles années, on va se développer pour une finalité. Et cette finalité, aujourd'hui, c'est le jeune. Et ce jeune, là où on peut trouver un écho aujourd'hui pour un élu, puisqu'il faut savoir, en fait, il peut y avoir contradiction dans un rendez-vous avec un élu. Pourquoi? Le jeune, aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de moyens. Il ne vote pas forcément sur le lieu dans lequel il va pouvoir faire ses études. Et il arrive avec une réputation qui n'est pas toujours glorieuse. Les belles années, c'est censé être mes plus belles années.
je fais la fête, voilà, je découvre un peu. C'est des critères souvent, tu as raison de les mettre en avant. Nous, les investisseurs, lorsqu'on propose d'investir dans des studios, ou forcément, si j'explique à un investisseur qui va investir dans un studio, son locataire va être un étudiant ou un célibataire, quand on va prononcer parfois le mot étudiant, les réactions parfois épidermiques, c'est « Ah bah non, un étudiant, alors déjà, il va être là, que je vais pas louer en juillet, en août, et il va tout me casser parce qu'il va faire la fête. » Bon, alors, je leur dis déjà, tension locative. Les études d'aujourd'hui, c'est pour 8 mois, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et finalement, dans les marchés tendus, ils vont pas rendre le logement l'été parce qu'ils ont peur de le perdre. Et puis, voilà, je leur demande s'ils ont fait des études, souvent, aux gens, et je leur ai demandé s'ils ont tout cassé dans leur appart. Et bon, déjà, ils prennent conscience qu'eux ont été étudiants, eux ont été logés, et eux n'ont pas cassé. Donc, c'est aussi ça. Je t'ai coupé, excuse-moi. L'élu, aujourd'hui, effectivement, il a quoi comme intérêt de monter en étudiante avec des mecs qui votent pas chez lui et qui ont des faibles moyens? De la pédagogie pour un élément qui va faire mouche, très souvent aujourd'hui, parce qu'on peut les décrier, mais ils sont quand même à l'écoute des besoins et des attentes. Aujourd'hui, l'élément principal sur lequel je travaille, c'est la précarité estudiantine. Et aujourd'hui, nos étudiants, malgré le nom qu'on porte, les belles années, sont très loin de vivre leurs plus belles années sur leur période d'études. Et les chiffres de Cyril en sont je dirais, la première des preuves. Cet écart entre les attentes, les besoins et l'offre est catastrophique. Et aujourd'hui, quel est le premier moyen pour lutter contre cette précarité? C'est de faire en sorte que l'offre de logement soit en adéquation avec les besoins et les attentes des étudiants, et en plus de le faire au bon prix. Au bon prix, parce qu'on peut parler de logements conventionnés et de logements privés. Certes, tous nos étudiants vont avoir la même attente, c'est de trouver un logement le moins cher possible. Pour autant, tous les étudiants n'ont pas accès au parc conventionné et au parc Crous. Et aujourd'hui, beaucoup trop d'élus se cachent derrière le logement conventionné et le logement Crous pour dire « je vais développer des projets pour développer des résidences jeunes et estudiantines sur un critère social ». Or, tout un pan des étudiants aujourd'hui n'a pas accès à ces logements. Que fait-on de ces étudiants ? Je ne vais pas refaire le schéma de tout ce qui se passe à chaque rentrée universitaire. Les étudiants qui dorment dans des campings, les étudiants qui dorment dans leur voiture, les étudiants qui arrêtent, qui renoncent, les étudiants qui abandonnent le dispositif Parcoursup et qui vont aujourd'hui travailler et chercher des études qui sont hors Parcoursup parce que je vais pouvoir me loger chez un cousin, en famille ou ailleurs. Et ça va être le premier critère finalement. Mais comment on peut admettre aujourd'hui qu'un jeune décide de son critère estudiantin et d'études sur la base d'un logement avant de le choisir sur la base de capacités d'études ou un projet professionnel? Et je crois que là-dessus, on a un vrai travail de fond à faire avec nos amis et je dirais nos amis élus pour pouvoir avancer. Et donc, 2 types de réactions. Aujourd'hui, quand je suis avec un élu, on peut toujours m'opposer. Le fait de me dire aujourd'hui c'est maîtrisé, aujourd'hui on a une offre suffisamment intéressante et importante. Cyril m'aide beaucoup en cela, je fournis toujours mes études. Après, je suis pas élu aujourd'hui malheureusement sur des sujets et j'ai vraiment pour souhait de pouvoir y parvenir aujourd'hui. Et à contrario, j'ai des élus qui reprennent contact avec nous, qui prennent conscience de ce qui se passe et qui veulent savoir comment aujourd'hui on peut avancer et traiter ce problème. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être prêt, c'est à ce moment-là qu'il faut être opérationnel et je dirais surtout d'être cohérent par rapport à tous ces chiffres et d'assumer ce qu'on dit dans notre développement. Ça, c'est un élément important. Ouais, pour rebondir à ce que tu dis, Benoît, c'est que moi je vois d'autres contraintes aussi, enfin encore plus, c'est que les petites surfaces, elles sont très concernées par la location Airbnb. Parce que les lieux de vacances, ce sont aussi des lieux où on étudie à La Rochelle, on étudie dans le Var, on étudie à Nice. Et finalement, ces surfaces-là, elles disparaissent du marché locatif. Donc, ça doit accentuer ce que toi, tu constates dans tes études. Donc, ça, c'est vraiment un premier point. Et le deuxième, c'est de se dire, moi j'ai une stat en tête, c'est que quand je fais mes études à Toulouse, 1 fois sur 2, mon premier job, il sera à Toulouse. Donc tu parlais de parcours de logement. Et nous, quand on conseille des investisseurs, c'est aussi de leur donner de la profondeur, de se dire, la sécurité d'investissement sur les 10 prochaines années, ça peut être ça, parce que votre logement, il peut servir à un étudiant, mais il peut servir aussi
à un célibataire ou un couple sans enfant qui va trouver son premier job ou son job. Et donc finalement, est-ce que le marché de l'emploi est dynamique? Est-ce que on recherche des logements? Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont importantes. Le dernier point, c'est que nous, chez Maslow, c'est vrai qu'on conseille les investissements dans le neuf ou dans l'ancien récent. On essaie de dire aux investisseurs, essaye d'enlever toutes les contraintes qui peuvent peser sur toi. Il y en a une qui arrive, qui est déjà arrivée, c'est la loi climat-résilience. Les petites surfaces sont encore plus tapées que les autres. Donc aujourd'hui, on leur dit, investissez sur un DPE qui est favorable, donc soit dans le neuf, soit dans un DPE max D. Est-ce que ça aussi, pour toi, ça va être en exploitation quelque chose qui va être un sujet? C'est très important. Comme je l'ai dit au tout début de notre échange, Pierre-Emmanuel, c'est qu'on est une jeune société. Donc j'exploite. 14 ans, c'est pas mal. J'exploite des résidences qui ont 14 ans, mais 14 ans, on était déjà sur la RT 2012, donc avec des critères énergétiques qui aujourd'hui protègent les investisseurs et mes propriétaires bailleurs sur les conséquences à venir, et notamment en 2025, sur ce qui va pouvoir se passer sur ces petites surfaces. Et je trouve qu'il y a quelque chose de vertueux aujourd'hui, en fait, sur cette complémentarité. Aujourd'hui, je vais travailler avec Cyril sur des études de marché pour faire du bien pour nos locataires étudiants, mais je pense qu'il y a un aspect vertueux aussi pour tes investisseurs, en fait, qui vont pouvoir investir dans une démarche, comme on l'a vu, où il y a un réel besoin, mais où en plus, ils vont le faire pour l'avenir sur des critères écologiques et de construction qui permettent d'avoir quelque chose de cohérent pour les 20, 30, 40 prochaines années. Par exemple, les DPE défavorables, c'est finalement un critère que tu as peut-être ajouté dans tes études de marché sur les logements à disposition de ceux qui recherchent? Non, pas vraiment. Non, pas encore. On réfléchit justement à comment intégrer ça? Toutes sortes de critères. On est toujours. Le but, c'est que l'étude de marché soit pas figée. Et on évalue toujours, même on fait de la veille même sur les normes juridiques qui pourraient tomber et qui pourraient modifier le marché, entre guillemets. Mais ça se fait pas comme ça. On prend le temps d'apporter une nouvelle... Ok, super. Merci à tous les deux. Je pense que c'était très éclairant pour ceux qui nous écoutent. Donc, ce podcast est à retrouver évidemment sur toutes les plateformes, sur YouTube. Maslow, c'est une société de conseil en investissement locatif, mais on essaie d'apporter des éclairages, des études aussi sur notre marché immobilier. Tout ça, vous le retrouvez sur le site et vous le retrouvez encore plus que lorsque vous créez un compte. Donc, on vous invite à créer un compte sur Maslow et à découvrir tout ce qu'on est capable de vous donner. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles si ça vous a plu, de nous donner des idées également en commentaire pour qui on invite en tant qu'expert pour vous apporter ces éclairages. Bonne fin de journée, à bientôt.